Parce que si les catécholamines, elles augmentent la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, les glucocorticoïdes, elles vont devoir supplémenter ça pour que ça continue à avancer aussi vite. Avec du recul, on se rend compte qu'on n'aurait pas forcément dû être stressé pour cette situation. Mais voilà. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Psyché, le podcast qui explore la vie, l'organisation, les études, la pensée. Je suis Clémence, une étudiante infirmière qui partage ses connaissances, sa vision et tout ce qui pourrait vous être utile pendant vos études tout en vous motivant. Sans plus attendre, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage. Installez-vous confortablement avec un thé ou une autre boisson réconfortante et laissez-vous emporter par cet épisode. Que ce podcast soit une source d'inspiration et de clés pour vous tous. Bienvenue dans l'univers captivant de Psyché. Prêt à commencer ? Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast sur le stress. J'espère que c'est un sujet qui va vous plaire parce qu'il m'a été demandé, et beaucoup demandé. Et j'aimerais bien que ce sujet soit un peu mis en lumière. Donc, je vais commencer par une définition. J'ai pris la définition de l'OMS, comme ça je me suis dit que c'était une définition plutôt compréhensible. Donc, qu'est-ce que le stress ? Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever des défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être en général. En gros, si je reprends partie par partie le stress. Le stress, c'est un état d'inquiétude qui est causé par une situation difficile, qu'elle soit physique, mentale, sur un aspect réel ou pas. C'est une réponse qui est naturelle et qui est là pour qu'on puisse faire face aux défis, faire face aux problèmes, faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie. Chaque réponse au stress est différente et chacun va l'éprouver d'une manière différente, ne va pas forcément avoir les mêmes signes, les mêmes symptômes, le vivre de la même manière. Toutefois, on réagit au stress pour notre bien-être général. Si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas ou on n'est pas impliqué, généralement on ne sera pas stressé. Quand on prend les choses à cœur et qu'on veut les faire bien, c'est là où le stress va arriver. J'espère que j'ai été claire sur cette petite partie définition. Ensuite, j'aimerais qu'on fasse un gros focus sur le stress et l'angoisse. Parce que je trouve que le stress et l'angoisse, c'est vraiment mis dans des mêmes cases, catégories, alors que c'est pas la même chose. Il y a trop de confusion. Donc, l'angoisse ou anxiété est apparentée à une peur diffuse, un sentiment d'oppression face à une situation ou à un environnement particulier. Contrairement au stress, l'angoisse ou l'anxiété se manifeste par une appréhension envahissante liée à une anticipation d'une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Donc, si on veut vraiment faire la différenciation pure entre stress et angoisse, le stress, ça va nous booster, alors que l'angoisse et l'anxiété, ça va nous envahir. Ça va vraiment prendre toutes nos tripes et ne plus pouvoir, faire en sorte qu'on ne puisse plus rien faire, dû à une menace. Le stress, c'est aussi dû à une menace, mais c'est plus, par exemple, quand il y avait un mammouth devant nous et qu'il fallait qu'on court pour se sauver. Ça, c'est un peu de stress, ça va nous donner de l'adrénaline qui va justement faire en sorte qu'on puisse courir. Ça va pas être de l'angoisse. L'angoisse, si c'était pathologique, entre guillemets, et que justement ça nous envahissait et qu'on ne puisse plus bouger et qu'en fait ça nous pétrifie. Donc vraiment, il faut vraiment distinguer les deux. C'est est-ce que je suis angoissée et ça me prend, ou est-ce que je suis stressée par rapport à quelque chose, mais je le reconnais et je sais y faire face, entre guillemets. Donc, on va reprendre aussi la physiopathologie du stress. Un gros mot pour dire qu'on va reprendre un peu le mécanisme du stress. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'alarme. C'est justement quand l'homme il voit le mammouth et qu'il doit courir. C'est l'organisme qui se prépare au combat ou à la fuite. Dès qu'il y a une confrontation à une situation qui est évaluée comme stressante par l'organisme, celui-ci va réagir en libérant des catécholamines. Donc, c'est des hormones qui sont produites par les glandes médulo-surrénales
dont fait partie l'adrénaline dont je vous ai parlé juste avant. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter la tension artérielle, d'augmenter les niveaux de vigilance et la température corporelle, dans le seul but que notre corps soit prêt à réagir. Par exemple, la tension artérielle, c'est amener de l'oxygène aux organes. La fréquence cardiaque, ça va justement augmenter cette tension. Le niveau de vigilance, c'est pour être prêt à tout moment. C'est vraiment faire en sorte que l'alarme, c'est vraiment comme s'il y avait la sonnette d'alarme des pompiers et il faut partir parce que y a quelque chose qui se prépare. C'est exactement la même chose. C'est vraiment le pic, là où on se rend compte qu'il y a une situation qui demande d'être gérée. Ensuite, il y a la phase de résistance. C'est si la situation elle persiste. Si ça fait une demi-heure que vous courez et qu'à un moment, votre organisme, il va forcément se fatiguer. Donc c'est très peu de temps après la première phase. C'est de nouvelles hormones, donc des glucocorticoïdes, qui sont sécrétés par les corticosurrénales. Donc ces hormones, elles vont augmenter le taux de sucre dans le sang pour continuer à apporter l'énergie nécessaire aux muscles. Parce que si les catécholamines, elles augmentent la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, les glucocorticoïdes, elles vont devoir supplémenter ça pour que ça continue à avancer aussi vite. Parce que justement, les glucocorticoïdes, donc le sucre pour faire général, euh, ça va donner de l'énergie aux muscles, au cœur, au cerveau, pour justement maintenir un niveau constant de glucose. L'organisme, il va donc se préparer aux différentes dépenses énergétiques que nécessite la réponse à la situation de stress. La sécrétion des glucocorticoïdes, elle est autorégulée. C'est au niveau des récepteurs du système nerveux central qui détectent les quantités libérées et il y aura rétroaction négative quand la situation se sera stabilisée. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous avez pas trop, enfin vous avez du mal à comprendre, il n'y a aucun souci. J'utilise un petit peu des mots techniques pour ceux qui sont intéressés. Mais bien entendu, si vous avez des questions, mes DM sont ouverts, les commentaires, toutes les questions, enfin vraiment, posez tout ce que vous avez besoin comme question et je ferai des points d'éclairage au besoin. Et ensuite, donc on avait la première situation, l'alarme. On avait la deuxième situation, la phase de résistance. Et ensuite, ce serait la phase d'épuisement. Donc là, c'est si le stress, il se prolonge ou il s'intensifie. Et l'organisme, là, il est plus capable de suivre du tout le rythme. Et l'organisme, il est débordé. L'autorégulation des glucocorticoïdes et des catécholamines, elle devient inefficace. L'organisme, il a trop d'hormones et si les tentatives de modification de la situation sont inopérantes, elles vont devenir délétères pour la santé. On va puiser dans des réserves que l'on n'a pas ou alors qui ne sont pas faites pour être utilisées. Et donc dans ces cas-là, l'organisme, il se met vraiment en mode survie. C'est que la combinaison, il y a des études du coup qui montrent que la combinaison de deux mécanismes, l'hyperactivité de l'axe corticotrope dans le premier temps avec une hypoactivité de cette même axe, ça génère du coup une situation d'épuisement pour le corps. J'espère que je suis claire, mais en gros, voilà comment se passe le stress dans notre corps, de manière physiopathologique, vraiment de manière purement physique et comment ça se passe. Il y a trois parties, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Parfois, l'organisme il va juste être en phase d'alarme et ça va s'arrêter là et ça va revenir à la normale. Parfois, il va falloir qu'il passe par la phase de résistance parce que c'est un peu plus long, parce que notre corps il n'arrive plus trop à gérer, etc. Et parfois, il va y avoir les trois situations. Mais vraiment, retenez que ces trois situations qui sont dans l'ordre. Il y aura forcément d'abord la phase d'alarme, puis la phase de résistance pour arriver à la phase d'épuisement. S'il y a la phase d'épuisement direct, c'est que vous n'avez pas pu voir les signes d'alarme ou les signes de résistance. Ce qui nous amène, comme belle transition, au point suivant, reconnaître les signes du stress. Le stress, il nous empêche de nous détendre. Il est accompagné d'une série d'émotions dont l'anxiété et l'irritabilité fait partie. Pour autant, si vous êtes anxieux et irritable, ça ne veut pas dire que vous êtes stressé. En tout cas, en cas de stress, il peut être vraiment difficile de se concentrer. Il est possible de ressentir des maux de tête, des douleurs corporelles, des maux d'estomac, des troubles du sommeil, etc. Ils sont hyper personnalisés et c'est à vous de savoir dans quelle situation vous allez les ressentir. D'autres personnes, ça va plutôt être une perte d'appétit. Ou au contraire, on va avoir beaucoup plus faim. Le stress chronique, donc la phase d'épuisement,
Elle peut aussi aggraver les problèmes de santé préexistants et augmenter une consommation d'alcool, de tabac et d'autres substances nocives pour la santé. Donc, c'est à vous de trouver vos signaux, vos situations où vous vous sentez stressé, vous le ressentez, et quels sont les signes qui vous permettent de le reconnaître. Ensuite, les situations de stress, on a parlé beaucoup du physique, mais c'est aussi du mental. C'est que ça peut aggraver ou provoquer de l'anxiété ou de la dépression, et du coup qui nécessite un accès aux soins de santé. La dépression, petit point, c'est un diagnostic médical. On ne se pose pas en dépression tant qu'on n'a pas vu quelqu'un qui nous a pas fait le diagnostic, quelqu'un de santé, hein, enfin un professionnel, je parle. Voilà, c'était la petite parenthèse. Lorsque une personne souffre d'un problème de santé, la raison, elle peut être aussi sur les symptômes du stress, et du coup qui vont avoir une incidence sur son fonctionnement quotidien, y compris au travail, en études, à l'école, etc., etc. Donc le stress peut vraiment être handicapant. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui peut perturber la vie de beaucoup de personnes. Le stress, il peut aussi se manifester par un sentiment de peur, d'incapacité, d'inquiétude. On n'a plus la capacité de se descendre. On a une accélération du rythme cardiaque. On a des difficultés à respirer. Une perturbation des habitudes de sommeil. Une modification de ses habitudes alimentaires. Des problèmes pour se concentrer, etc., etc. Donc vraiment, ça, c'est les signes. Et voyez s'il y a des situations où vous êtes peut-être un tout petit peu stressé. Vous le ressentez. Et dans ces cas-là, prenez une feuille avec un crayon, votre téléphone, vos notes, enfin, vraiment ce que vous voulez. Et faites une petite note stress. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens après? Quels ont été les signes précurseurs s'il y en a eu? Enfin, vraiment, une liste au global. Et puis si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez aussi l'envie, c'est de reprendre cette feuille après et de vous dire, bah, en fait, qu'est-ce qui montre que chez moi, j'ai eu ça? Et puis peut-être faire un peu de l'introspection sur, bah, en fait, est-ce que l'événement valait la peine d'avoir du «stress» entre guillemets? Parce que parfois, c'est pas forcément, avec du recul, on se rend compte qu'on n'aurait pas forcément dû être stressé pour cette situation. Mais voilà. Pour finir sur les signes de stress, il peut entraîner une hypertension, une nervosité, etc. L'état de stress, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie en soi, mais il peut avoir des effets sur la santé physique et mentale. Je voudrais aussi revenir sur une question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut être stressé dans une situation difficile? Oui, totalement. C'est naturel de ressentir un certain stress dans les situations difficiles, comme des entretiens d'embauche, des examens, trop de charges de travail, un emploi du temps trop chargé, des conflits familiaux, amicaux, amoureux, enfin voilà. Pour de nombreuses personnes, le stress il va rediminuer avec le temps. C'est à mesure que la situation va s'améliorer, va se débloquer, qu'on va avoir du recul aussi dessus, qu'on va apprendre à y faire face sur le plan émotionnel. Le stress, il tend à se généraliser lorsqu'il y a des événements de crise majeure. C'est en apprenant aussi à faire un travail sur vous-même que vous allez pouvoir détecter les manières dont vous êtes stressé. Gérer son stress, comment faire? Parce qu'on parle beaucoup du stress, ce que c'est, etc. Mais maintenant, comment faire pour le gérer? Parce que c'est bien gentil, mais si on ne sait pas le gérer, c'est pas très intéressant. Donc, la gestion du stress. Ce qui compte en période de stress, c'est d'apprendre des techniques pratiques. Parfois, quelques minutes par jour, seul, accompagné, en groupe avec qui vous voulez, peuvent vous aider. Il y en a qui ont besoin d'une routine. Une routine, ça fait qu'il y a moins de stress, il y a moins d'imprévus. Notre cerveau, il a moins de questions à se poser parce qu'en fait, on fait tous les jours la même chose. Donc, avoir un emploi du temps qui nous permet d'être efficace et de se sentir en confiance et en contrôle. Même il y a des études qui ont prouvé qu'au niveau de l'organisme, c'est mieux de prendre des repas à heure fixe, c'est mieux de se coucher à des heures fixes, etc. Alors bien sûr, faites-vous plaisir, c'est pas le souci, mais profitez aussi de vos relations sociales, parce que ça aussi c'est super important. Faites de l'exercice physique, le sport aussi est hyper bon pour la santé. Des tâches récréatives aussi, parce que bah, parfois on a aussi juste envie de lire un livre, de passer 2 heures sur YouTube. Enfin vraiment voilà, prenez aussi du temps pour vous tout en maintenant cette routine. Dormir suffisamment. Alors, le sommeil, c'est l'indicateur le plus important.
Il est relaxant, revigorant, c'est là où le cerveau, il va vraiment faire son travail et les bonnes habitudes de sommeil sont aussi appelées hygiène de sommeil. Donc, comme je l'ai dit, se coucher à la même heure, se lever à la même heure. Si possible au week-end, quand vous le pouvez, parfois, il faut juste que votre organisme aussi, reprenne ses heures de sommeil qui vont manquer pendant la semaine. Hem, Si possible aussi, essayez d'avoir une pièce qui soit calme, avec une température pas trop chaude, et sans lumière. Faut aussi généralement, on dit qu'il faut éviter les écrans bleus au minimum une demi heure. Donc tout ce qui est télé, téléphone, ordinateur, tablette, je ne enfin, j'en passe des des meilleurs. Mais parce que ça donne de la lumière bleue, en fait, du coup, ça stimule nos récepteurs à la lumière et du coup, notre cerveau ne comprend pas que c'est l'heure de dormir. Donc au minimum une demi heure, une heure avant d'aller se coucher. C'est quand même l'idéal. Après, si vous ne pouvez pas le faire, c'est aussi à vous de trouver, ce qui vous correspond. Il faut aussi éviter les repas trop copieux. C'est-à-dire quand on se sent hyper ballonné, à la fin d'un repas le soir, sincèrement, on n'a pas envie de dormir. Notre, estomac et notre système digestif digère et c'est pas hyper bon. Pareil, la caféine, c'est un excitant, on évite. Je sais qu'aussi en ce moment, c'est la mode du matcha. Évitez d'en prendre le soir juste avant de dormir. Parce que c'est pareil, ça contient, des molécules, excitantes pour notre corps et bah, c'est pas hyper bon pour la santé. L'alcool aussi, l'alcool, le tabac aussi, enfin, toutes ces choses-là, c'est à éviter. L'exercice physique aussi. Si vous faites de l'exercice physique dans la journée, que vous faites vos 30 minutes d'activité physique dans la journée, ça va vraiment vous aider à mieux dormir parce que votre corps, physiquement, vous allez être fatigué, même si mentalement, vous allez être peut-être un petit peu stressé. C'est aussi rester en contact avec sa famille, ses amis, que ce soit de manière physique ou virtuelle, parce que maintenant on a des super outils qui nous permettent de rester en contact, même si on est loin physiquement. Un autre point qui peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre de mettre ça là, c'est limiter les temps où on passe à regarder l'actualité. Les journaux télévisés, la radio, etc. Et même les réseaux sociaux quand on passe trop de temps. C'est qu'en fait, on a trop les actualités et en fait, il y a trop de choses négatives. Si on allume la radio le matin et qu'on sait qu'il y a tel truc qui va pas dans le monde, tel truc qui va pas dans le monde et tel truc qui va pas dans notre pays, on peut pas se dire qu'on va passer une bonne journée. Et puis si au final on passe toute notre journée à discuter avec des gens des trucs qui sont pas bien passés et des trucs qui vont mal et qu'on va se coucher le soir en regardant le journal télévisé et qu'en fait on voit aussi des trucs horribles, ça ne met pas notre cerveau dans des conditions de positif. C'est bien de se tenir informé de l'actualité, je suis d'accord, mais une sur heu, une suractualité, je sais pas comment on peut dire ça, c'est aussi pas très bon. Et je pense que vous comprenez mieux pourquoi. Hem, Si vous ressentez que votre téléphone vous stresse, vous avez plusieurs vidéos et plusieurs chaînes YouTube que je trouve super bien sur, le monk mode. En gros, c'est limiter les réseaux sociaux pendant un petit temps pour voir comment votre, corps y réagit. Il y a aussi, la le je sais plus comment ça s'appelle, c'est un challenge, qu'il y avait sur, 24 heures, 48 heures et cetera, sans téléphone et sans écran tout simplement. Il faut aussi savoir à gérer son temps. Donc, je l'ai dit un peu avant, quand on a un emploi du temps qui est trop chargé, quand on est submergé, quand on ne sait plus par où commencer, par où aller, comment faire, pourquoi, quand, comment, qu'on se sent vraiment tout trop, justement, faut gérer son temps. Et je vais vous donner 5-6 tips pour faire ça. Organisez votre environnement. Vraiment, ayez tout à portée de main quand vous travaillez et quand vous faites des choses. euh, Essayez de tout avoir près de vous. Optimisez, c'est-à-dire que si vous avez des choses à faire, bah, prenez une to-do list, mettez ça à faire. Euh, Si vous avez tout à porter pour faire la cuisine, bah, c'est pareil, c'est plus simple que aller dans tel placard, aller dans telle pièce, revenir dans telle pièce, refaire un aller-retour. Et du coup, au final, vous perdez du temps, ça vous stresse, etc. Si vous pouvez aussi limiter le déplacement, si vous devez aller dans telle ville pour faire tel truc, bah, essayez de mettre deux rendez-vous à la suite, pour pas faire deux fois l'aller-retour. Si vous avez des courses à faire et que enfin, faut que vous alliez chercher un truc à la boulangerie, bah, essayez de faire les deux en même temps et pas aller à la boulangerie le matin et aller faire vos courses après. Enfin, l'après-midi ou le soir quand vous finissez. Ça, vous gagnez du temps et vous allez avoir plus de clarté parce que vous allez vous dire les deux tâches seront faites en même temps.
Un autre point, c'est optimiser le temps. Par exemple, si vous adorez écouter de la musique mais vous n'avez pas le temps, bah faites votre ménage en écoutant de la musique. Si vous avez des longs trajets à pied, bah écoutez peut-être un podcast, écoutez peut-être voilà. Bien sûr, faites attention quand vous traversez, baissez votre musique ou enlevez-la, enfin ou alors faites vraiment très attention par contre. Petit message de prévention. Mais vous pouvez aussi optimiser votre temps. Si, je sais pas moi, vous aimez faire de la poterie et que vous aimez bien écouter de la musique, bah faites les deux en même temps. Vraiment, par contre, n'allez pas non plus dans l'excès de faire je vais faire mes devoirs en même temps que je vais regarder une vidéo YouTube, en même temps que je vais faire ma cuisine, en même temps que je vais boire un thé, en même temps que, enfin, je vais être en vocal avec quelqu'un, enfin, stop. À un moment, votre cerveau, il sait faire une à deux choses à la fois, c'est tout. Le multitâche, c'est seulement quand vous avez une tâche qui ne vous demande aucune énergie de base. Justement, quand vous avez des choses qui sont très importantes, faites une seule tâche à la fois. Il faut vraiment savoir prioriser aussi. Et j'en ai parlé un petit peu, je vais en parler un petit peu là-dessus après, c'est les 4 catégories. Je vous en reparle après, mais pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre seul, hem, vraiment faites-le. Prendre soin de vous. On oublie un peu parfois quand on a trop de trucs à faire de prendre soin de soi. On oublie de faire son sport, on oublie de manger correctement, on oublie, de prendre soin de son intérieur et cetera. Donc si ça vous fait plaisir de faire des skincare, faites-les. Si ça vous fait plaisir de faire de la méditation, faites-le. Si ça vous fait plaisir d'aller marcher avec vos potes, faites-le, etc., etc. Ensuite, il y a justement les 4 catégories. J'ai lu ça dans le livre de Fabien Olicard, dans Votre temps est infini. Donc c'est pas sorti de ma tête, mais je trouve ça hyper intéressant. C'est qu'il y a 4 catégories. Il y a la catégorie urgent, important. Il y a la catégorie important et non urgent. Il y a la catégorie non important et non urgent. Et il y a la catégorie non urgent et important. J'espère que c'était clair. Donc, tout ce qui est super urgent et important, vous le mettez sur un post-it. Et vous mettez tout dessus, c'est les trucs que vous devez faire en priorité. Tout ce qui est important et non urgent, vous pouvez vous dire que vous avez un petit peu de temps, mais qu'il faudra quand même le faire. Les non importants et urgents, c'est qu'il faut faire ça rapidement. Soit vous arrivez à déléguer, soit vous le faites, mais comme ça, il n'y a plus de questions à se poser, c'est fait et voilà. Et le non urgent, non important, ça ne doit pas être votre priorité à la journée. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, ne vous culpabilisez pas. Parce que si c'est pas urgent et pas important, c'est que ça peut être reporté au lendemain. Donc bien sûr, reportez pas ça un an non plus, mais vous pouvez prendre une journée pour faire le non urgent, non important. Et puis comme ça, après, c'est fait. Enfin voilà, vraiment, c'est priorisé aussi. Et moi, je trouve que cette idée de 4 catégories, elle est hyper cool. Et il y a un autre truc qu'on oublie aussi trop souvent de faire, c'est juste dire non. En fait, parfois, pour une sortie, pour acheter quelque chose, pour... voilà, faut dire non. Faut savoir dire non. Parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose, où on est là, oh non, en fait, flemme. En fait, vous avez le droit de dire non. C'est ok de dire non. Et puis parfois, bah, en fait, vous pouvez aussi gagner du temps pour pas forcément travailler, mais juste prendre du repos. Et ça, on l'oublie trop. C'est ouais, ouais, en fait, je vais avec un week-end à tel endroit, après je fais tel truc, après je fais tel machin, après. Mais je m'arrête pas. En fait, apprenez à dire non sur un ou deux trucs et comme ça, vous serez en repos. Et vous prendrez vraiment du temps pour vous. Tout en étant sur la gestion du temps, je voudrais aussi vous partager le fait de, comme petite technique, c'est favoriser un environnement de travail sain. Parce qu'on a beaucoup parlé organisation, etc., etc. Là, j'aimerais bien qu'on pense un peu aussi à notre santé mentale. C'est favoriser la communication. C'est essayer de voir niveau communication, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas, pour que ce soit simple pour vous, pour les collègues, pour mieux se comprendre, du coup éviter les conflits et du coup être moins stressé. Si vous voyez un petit peu là où je veux en venir, voilà. La communication, c'est hyper important, comme ça on n'a pas besoin de répéter 15 fois les choses, comme ça on se fait mieux comprendre, comme ça on a plus de facilité aussi à aborder les choses, etc. Pour aussi avoir une meilleure clarté mentale, je trouve qu'il faut établir des limites entre vie professionnelle et vie privée. Parce que si vous voyez jamais votre famille et que vous passez toute votre vie au travail, il y en a certains qui seront capables de le faire, mais je suis pas sûre que l'équilibre soit sain pour beaucoup d'entre nous. Et au contraire, si vous passez toute votre vie chez vous, je suis pas sûre que vous ayez envie de bosser. Enfin, trouvez l'équilibre qui vous correspond.
Trouvez aussi un mobilier qui est ergonomique, c'est-à-dire un lit. Si vous avez une souris, un tapis. Si vous passez toute votre journée sur une chaise de travail, prenez une chaise adaptée. Parce que, bah, mine de rien, avec les souris, il y a beaucoup de tendinite. Avec la position assise, notamment si vous travaillez sur du numérique, il y a beaucoup de problèmes. Si vous travaillez dans les services, pareil. Essayez de trouver un truc pour vous asseoir, pour faire tel truc, enfin pour vraiment vous mettre de manière ergonomique. Ensuite, il y a aussi valoriser les choses que vous faites en groupe. C'est-à-dire que pour avoir une clarté mentale aussi, c'est se dire: «Je prends 2 personnes avec qui je m'entends super bien, avec qui je sais que je vais bosser super bien et en fait, on va se partager les trucs». Parce qu'en fait, moi, je suis pas forte dans ça et eux sont peut-être plus, ou au contraire, moi, je suis pas tellement à l'aise à faire ça, je préférerais que quelqu'un d'autre le fasse. C'est OK aussi de se dire: «En fait, on partage», comme ça, moi, je suis pas stressée à l'idée de le faire, mais quelqu'un d'autre sera peut-être content de le faire. Donc essayez aussi de vous organiser comme ça pour mieux comprendre, mieux, voir ce qui peut vous correspondre à vous et justement au groupe dans lequel vous êtes. Si pour autant il y a une tâche que vous pouvez pas du tout faire, bah, mettez-vous en groupe, dites-vous: «En fait, ça j'aime pas. Est-ce que toi t'aimes ça? Non. Est-ce qu'on trouve pas un moment pour faire ça tous les 2 pour s'entraider?» Dites-vous que vous êtes rarement seul et que vous allez toujours trouver une solution, pardon. Vraiment. Voilà. Un autre petit point, c'est les techniques de relaxation. Alors, j'en ai 3-4 à vous partager. La méditation, j'adore ça. J'ai une application qui s'appelle Serenity qui permet de faire de la méditation guidée. Moi, je ne peux pas faire de la méditation toute seule en m'asseyant sur mon lit et en ne faisant rien. Vraiment, je trouve ça super dur, je trouve ça pas du tout intuitif, j'y arrive pas tout simplement. Donc voilà. Vous avez aussi des respirations. Donc la cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer. C'est pas de la méditation, c'est sur une application qui a été validée par l'Éducation nationale, il me semble, ça s'appelle Respire Relax. Et justement, faut inspirer quand la boule monte et expirer quand la boule descend, ou inversement, comme vous voulez. Moi, je trouve ça plus intuitif de faire comme ça, mais après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et donc, du coup, ça permet en fait de ralentir son rythme respiratoire pour ralentir son rythme cardiaque. Ça permet du coup justement de s'apaiser. Si vous restez toute la journée chez vous, essayez de vous oxygéner un peu parce que, bah, mine de rien, le soleil, il en faudrait 20 à 30 minutes par jour. Je pense que tous les gens qui restent chez eux toute la journée, on est loin de ça. Donc essayez de vous balader un peu, même 5 minutes, ça prend pas, très longtemps, mais sortez de chez vous, vraiment. Parfois, il y en a aussi qui utilisent des objets anti-stress. Que ce soit un ballon, un son, une texture, enfin, vraiment, je pense qu'il y a plein de choses qui vous réconfortent. Parfois, pour se relaxer, il y en a qui ont besoin de, une grosse couverture hyper emmitouflante. Il y en a qui ont besoin de, les balles, comment ça s'appelle? Les balles anti-stress tout simplement, je cherchais le nom, hem, à presser parce que du coup ça leur fait quelque chose dans les mains. À un moment, c'était la mode des hand spinners, justement parce que ça permettait aussi de se focaliser sur autre chose. Enfin vraiment trouver une activité, enfin, un moyen qui vous plaît. Si vous avez besoin aussi, faire, une activité qui vous détend. La cuisine, un massage, de la lecture, enfin, moi je pense que toute activité est bonne à prendre si ça vous relaxe, moi y a pas de problème. Et dernière chose, c'est pas une technique, mais c'est quand même super important, c'est parler de sa santé mentale au besoin à un pro de santé ou au moins à une personne de confiance sur qui vous pouvez vous, appuyer. Vraiment, parfois, pour se relaxer, il y a plus trop de situations, on se sent bloqué, on sait plus quoi faire. Bah, là, peut-être ce serait bien d'en parler à quelqu'un. J'aimerais faire sur un point plus global, pour un peu résumer tout ce qu'on a dit dans les différentes parties du podcast. C'était se déconnecter. Faire vraiment la balance entre équilibre vie privée et vie pro. Heu, mais se déconnecter aussi des réseaux sociaux et cetera. Est-ce que ça vous intéresserait peut-être de faire une idée de podcast sur type vlogcast, donc faire un 24 heures ou 48 heures ou autre sans réseaux sociaux avec moi pour justement qu'on en discute, qu'on parle, qu'on voit un petit peu les différents points de vue, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, moi je trouve que ça pourrait être une chouette idée. Il faut aussi bien gérer son temps de travail. Faut pas se laisser submerger. Faut faire attention en stage à garder du temps pour vous. Et sinon, vous aurez aussi des difficultés et de l'épuisement physique et mental.
Si vous avez dans ces cas-là, en stage notamment, du mal, parlez-en. Et, euh, et vraiment, essayez de trouver soit un tuteur, soit le référent de stage. Enfin, vraiment, voilà, essayez de parler. Consacrer du temps à son entourage. Passer du temps en famille, avec ses amis, ou même seul. Je vous renvoie à mon dernier épisode de podcast où on parle de passer du temps seul. Donc voilà. Prévoir du temps pour les loisirs. Prévoir un créneau de non négociable, d'une activité qui vous plaise pendant au moins 1 heure par semaine, pour au moins au départ, pour vous trouver un équilibre. Peut-être tester des choses toutes les semaines si ça vous plaît pas. Peut-être, enfin voilà, vraiment freiner un truc qui vous plaît. Et après, si vous avez besoin, communiquer. Communiquer avec un parrain, une marraine, un mentor. Vraiment, voilà. Si vous cherchez un mentor, soit vous pouvez aller, enfin, parrain, marraine, vous appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir dans les étudiants des autres promotions qui peuvent vraiment vous aiguiller. Généralement, vous avez peut-être aussi des assos, etc., qui peuvent vous aider. Sinon, si vraiment vous avez personne et vous êtes dans des études où il n'y a pas forcément tout ça, vous avez un site qui s'appelle Study Advisor qui permet de trouver une personne qui est dans les mêmes études que vous pour vous guider, vous épauler, etc. Je sais qu'il y a une personne qui m'a contactée comme ça et qui en était très content. Donc voilà, petit tips si ça vous intéresse. Je suis pas du tout payée pour parler de tout ce que j'ai parlé dans ce podcast, mais si ça vous intéresse, voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire si vous voulez un épisode sur un sujet. Pour ma part, on se retrouve sur Instagram. Et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Psyché.